Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Steve Tech. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire captivante d'une icône qui a illuminé les scènes du monde entier avec sa voix cristalline et son charme intemporel. Elle chantait les lumières et les rêves de Downtown, mais sa véritable histoire était toujours cachée juste hors de vue. Petula Clark, la fille dorée de la Grande-Bretagne devenue icône pop mondiale, captivait les foules avec une voix qui semblait scintiller à travers les décennies de changement. Des performances royales pendant la guerre au sommet des hit-parades en Europe et en Amérique, elle était partout. Pourtant, derrière le sourire impeccable et les succès intemporels se cachait une vie privée marquée par un amour intense, des sacrifices et une vérité indicible qui l'a suivie au fil des ans. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark a enfin brisé le silence sur son parcours, de l'enfant star à l'icône de guerre, révélant des facettes émouvantes de sa vie. La vie de Petula Clark n'a pas commencé sous les projecteurs, elle a commencé sous les sirènes. Née le 15 novembre 1932 à Epsom dans le Surrey, à quelques kilomètres de Londres, son enfance s'est déroulée sur fond de Seconde Guerre mondiale. Elle n'avait que 7 ans lorsque la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne. Tandis que la plupart des enfants s'habituaient aux tickets de rationnement et aux masques à gaz, Petula découvrait une voix capable de percer la peur comme un rayon de soleil. Son père, Leslie Clark, s'en est rendu compte avant tout le monde. Infirmier de métier et dénicheur de talents amateurs par instinct, il l'a poussé vers le micro, non pas pour la célébrité, mais pour servir une nation en quête d'espoir. Ce moment est arrivé plus vite que prévu. En 1942, alors qu'elle n'avait que 9 ans, Petula a été invitée dans un studio de la BBC pour un programme visant à remonter le moral des troupes britanniques. Le destin a voulu que le studio soit bombardé pendant un raid aérien, menaçant l'annulation de l'émission. Mais au lieu de paniquer, la petite Petula a proposé de chanter a cappella pour les soldats qui attendaient. Son interprétation de Mictilak à Rose a non seulement été diffusée, mais elle a aussi bouleversé les auditeurs. Ce soir-là, une étoile est née. Elle allait se produire dans plus de 500 émissions de radio pendant la guerre, souvent depuis des abris anti-aériens et des camps militaires. Les soldats l'ont surnommée la chérie chantante, et la BBC l'a appelée la Shirley Temple britannique. Le surnom est resté, mais il ne l'a pas défini. Tandis que d'autres enfants artistes de la guerre disparaissaient des projecteurs, Petula ne faisait que prendre de l'élan. Au milieu des années 1940, elle a fait une transition sans effort vers le cinéma britannique. Elle a débuté dans le film Medal for the General, où elle jouait une écolière aidant un général à la retraite à retrouver un sens à sa vie. Un rôle approprié, car Clark, dans la réalité, faisait exactement cela pour tout un pays. Au cours de la décennie suivante, elle a joué dans plus de 20 films, notamment dans la populaire série Huguette Family, et a partagé l'écran avec des stars comme David Niven et Trevor Howard. Mais c'est la musique, et non le cinéma, qui allait définir son héritage. Le premier enregistrement commercial de Clark date de 1949, avec la chanson Puis Your Shoes sont Lucy, sortie sous le label nouvellement créé Polygon, une maison de disques fondée spécialement pour promouvoir sa carrière. Cette même année, elle cofonde le label avec son père et Alan Freeman, affirmant son statut non seulement de chanteuse, mais aussi de femme d'affaires avant-gardiste. Le label sera finalement absorbé par Pi Records en 1955, où elle restera jusqu'au début des années 1970. C'est à cette époque que ses talents linguistiques commencent à briller. Clark chante couramment en français, allemand et italien, un fait rare même parmi les plus grandes stars européennes. Son tube de 1954, The Little Showmaker, s'impose en Australie et lui ouvre les portes d'un public international plus large. Beaucoup y ont vu le début de sa carrière mondiale, mais Petula savait mieux que quiconque. Ce n'était que la suite d'une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie, mais simplement suivie. Derrière les mélodies joyeuses et le charme du grand écran, une autre histoire se dessinait. La célébrité lui avait coûté quelque chose que peu de gens remarquaient à l'époque, le luxe d'être une enfant. Tandis que ses camarades assistaient à des bals scolaires, Petula répétait pour des émissions de la BBC. Les vacances d'été étaient remplacées par des séances d'enregistrement et des tournées à l'étranger. Et même si elle s'en plaignait rarement en public, elle a plus tard avoué avoir ressenti un profond détachement du monde en dehors de la scène. Elle reconnaîtra plus tard que cette distance ressentie dans sa jeunesse a peut-être inconsciemment influencé la manière dont elle se rapprochait ou non de ses propres enfants. Dès son plus jeune âge, Petula Clark avait compris ce que signifiait servir une cause plus grande qu'elle.
Elle a donné son enfance à une nation en guerre et en est sortie avec une carrière, une image publique et une voix qui la porterait à travers les générations. Mais la fillette qui chantait pendant les bombardements avait déjà compris une vérité qui l'accompagnerait toute sa vie. La lumière la plus vive projette souvent la plus longue ombre. Si cette introduction vous a déjà transporté dans l'univers fascinant de Petula Clark, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne StiveTech pour explorer plus d'histoires comme celle-ci. Commentez ci-dessous vos premiers souvenirs de ces chansons, et aidez-nous à atteindre rapidement 1000 abonnés et 1 million de vues en partageant cette vidéo avec vos amis amateurs de musique rétro. Votre engagement est la clé pour faire grandir cette communauté passionnée. Au milieu des années 1950, Petula Clark n'était plus une étoile montante, elle était un nom connu de tous. Elle avait conquis la radio britannique, charmé le public du cinéma et se trouvait désormais prête à embrasser quelque chose d'encore plus grand. La gloire dans la musique pop. À seulement 20 ans, Clark avait déjà vécu plusieurs vies sous les projecteurs. Mais c'est aussi pendant cette période tourbillonnante qu'elle connut sa première peine de cœur profondément personnelle et discrètement dévastatrice. Il s'appelait Joe Monsieur Piano Henderson, un pianiste élégant et charmeur, reconnu pour son style raffiné et sa facilité à établir un lien avec le public. Présence régulière dans les programmes de variété britanniques, c'est sa collaboration avec Petula qui eut le plus grand impact. Ensemble, ils animaient l'émission radio populaire P&M Monsieur Piano sur la BBC. Leur alchimie musicale était indéniable. Des duos empreints de chaleur, des échanges complices et une tension sous-jacente plus profonde. Le public, comme les tabloïds, ne mit pas longtemps à spéculer. La chérie de la nation avait trouvé son prince, semblait-il. En effet, Petula et Joe étaient amoureux. Ils passaient des heures en studio et encore plus de temps en dehors, à parler musique, vie et rêve. À un moment donné, des murmures de fiançailles circulaient même, mais en coulisses, des fissures apparaissaient, non pas à cause de trahison, mais de peur. Henderson, bien que talentueux, se sentait de plus en plus éclipsé par la trajectoire fulgurante de Petula. Elle recevait des offres de l'étranger, enregistrait en plusieurs langues et surpassait aisément ses contemporains. Joe, quant à lui, voyait sa carrière stagner. « Je ne voulais pas être connu comme Monsieur Petula Clark », avoua-t-il plus tard, une confession discrète mêlée d'insécurité et de tristesse. La rupture ne fit pas les gros titres. Elle eut lieu dans le calme, sans éclat. Et pourtant, pour Petula, ce fut une perte profonde. Joe n'était pas seulement un petit ami, il avait été un partenaire créatif, une présence rassurante, un pilier de ses débuts. Ils continuèrent à travailler ensemble un temps, mais quelque chose avait changé. En 1960, Henderson sortit la ballade mélancolique There's Nothing More to Say, un morceau doux et poignant qui semblait résonner comme un adieu. Petula, avec sa grâce habituelle, l'inclut sur son album In Other World cette même année. Un clin d'œil discret à un homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, même si l'amour avait changé de forme. Mais le chagrin n'entrava pas son élan. En 1957, Petula fut invitée à Paris pour apparaître dans Musicorama, une émission télévisée en direct présentant les plus grands talents musicaux. C'est là, au cœur du tumulte médiatique français, qu'elle rencontra Claude Wolff, responsable de la promotion chez Vogue Records. Contrairement à Joe, Claude n'était pas artiste. Il ne jouait d'aucun instrument, ne chantait pas en harmonie, mais il avait quelque chose que Petula n'avait jamais trouvé dans le milieu musical, la sérénité. Réservé, intelligent et surtout présent. Leur relation évolua lentement, délibérément, à l'abri des caméras. En 1961, ils se marièrent. Pour la première fois, Petula semblait tout avoir. Avec Claude, elle construisit un foyer à Genève en Suisse, loin du tumulte du show-business. Ils eurent 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. Petula décrivit la maternité comme une joie, mais aussi comme un numéro d'équilibriste. La célébrité ne l'avait pas lâché. Tandis que d'autres artistes se retiraient dans une vie domestique, Petula entamait son âge d'or musical. En 1964, elle enregistra Downtown, une composition de Tony Hatch qui la propulsa au rang de star mondiale, atteignant la première place aux États-Unis et faisant d'elle une véritable icône internationale de la pop. Mais derrière les trophées et les ovations, la culpabilité couvait. Clark était une mère active à une époque où cela restait rare et parfois mal vu. Elle avoua plus tard que les rôles simultanés de vedette mondiale et de mère n'avaient jamais été faciles à concilier. Il y eut des anniversaires manqués, des vacances annulées,
de longues périodes d'absence que ses enfants apprirent à accepter sans jamais vraiment comprendre. Ma carrière ne s'est pas arrêtée quand je suis devenue mère, dit-elle un jour, et je me demande parfois ce que cela leur a coûté. Au fil des années 1960, Petula Clark devint l'une des chanteuses les plus reconnues au monde. Son mariage dura, non sans tension. Le son de l'adieu résonna plus d'une fois dans sa vie personnelle, de la rupture silencieuse avec Joe Henderson au sacrifice lié à l'éducation d'une famille tout en courant après les chansons aux quatre coins du globe. Le monde voyait une star polie, rayonnante, toujours impeccable. Mais derrière les projecteurs se trouvait une femme qui avait offert des morceaux de son cœur à l'amour comme à l'ambition, sans jamais vraiment savoir lequel les lui rendrait intacts. En plus de ses hits pop, Petula explorait d'autres horizons. Elle collaborait avec des compositeurs de renom et intégrait des influences variées dans sa musique, reflétant sa polyvalence linguistique. Des chansons comme I Know a Place et My Love consolidèrent son statut aux États-Unis, où elle devint la première Britannique à remporter un Grammy pour Downtown en 1965. Pourtant, ses succès masquaient les défis personnels. Claude, en tant que manager, gérait les aspects pratiques, mais les tournées incessantes laissaient Petula épuisée. Elle se rappelait des nuits solitaires dans des hôtels anonymes, se demandant si le prix de la gloire en valait la peine. Malgré tout, elle persistait, animée par une passion innée pour la musique qui remontait à ses jours de guerre. Si cette première partie du corps vous intrigue avec ses révélations sur les amours et les sacrifices de Petula, abonnez-vous maintenant à StiffTech et commentez votre chanson préférée d'elle pour nous aider à booster la chaîne vers 1000 abonnés et 1 million de vues. Partagez avec vos proches pour qu'on atteigne ces milestones ensemble. Au milieu des années 1950, Petula Clark n'était plus une étoile montante, elle était un nom connu de tous. Elle avait conquis la radio britannique, charmé le public du cinéma et se trouvait désormais prête à embrasser quelque chose d'encore plus grand. La gloire dans la musique pop. À seulement 20 ans, Clark avait déjà vécu plusieurs vies sous les projecteurs. Mais c'est aussi pendant cette période tourbillonnante qu'elle connut sa première peine de cœur profondément personnelle et discrètement dévastatrice. Il s'appelait Joe Monsieur Piano Henderson, un pianiste élégant et charmeur, reconnu pour son style raffiné et sa facilité à établir un lien avec le public. Présence régulière dans les programmes de variété britanniques, c'est sa collaboration avec Petula qui eut le plus grand impact. Ensemble, ils animaient l'émission radio populaire P and Monsieur Piano sur la BBC. Leur alchimie musicale était indéniable. Des duos empreints de chaleur, des échanges complices et une tension sous-jacente plus profonde. Le public, comme les tabloïds, ne mit pas longtemps à spéculer. La chérie de la nation avait trouvé son prince, semblait-il. En effet, Petula et Joe étaient amoureux. Ils passaient des heures en studio et encore plus de temps en dehors, à parler musique, vie et rêve. À un moment donné, des murmures de fiançailles circulaient même, mais en coulisses, des fissures apparaissaient, non pas à cause de trahison, mais de peur. Henderson, bien que talentueux, se sentait de plus en plus éclipsé par la trajectoire fulgurante de Petula. Elle recevait des offres de l'étranger, enregistrait en plusieurs langues et surpassait aisément ses contemporains. Joe, quant à lui, voyait sa carrière stagner. « Je ne voulais pas être connu comme Monsieur Petula Clark », avoua-t-il plus tard, une confession discrète mêlée d'insécurité et de tristesse. La rupture ne fit pas les gros titres. Elle eut lieu dans le calme, sans éclat. Et pourtant, pour Petula, ce fut une perte profonde. Joe n'était pas seulement un petit ami, il avait été un partenaire créatif, une présence rassurante, un pilier de ses débuts. Ils continuèrent à travailler ensemble un temps, mais quelque chose avait changé. En 1960, Henderson sortit la ballade mélancolique There's Nothing More to Say, un morceau doux et poignant qui semblait résonner comme un adieu. Petula, avec sa grâce habituelle, l'inclut sur son album In Other Words cette même année. Un clin d'œil discret à un homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, même si l'amour avait changé de forme. Mais le chagrin n'entrava pas son élan. En 1957, Petula fut invitée à Paris pour apparaître dans Musicorama, une émission télévisée en direct présentant les plus grands talents musicaux. C'est là, au cœur du tumulte médiatique français, qu'elle rencontra Claude Wolff, responsable de la promotion chez Vogue Records. Contrairement à Joe, Claude n'était pas artiste. Il ne jouait d'aucun instrument, ne chantait pas en harmonie, mais il avait quelque chose que Petula n'avait jamais trouvé dans le milieu musical, la sérénité. Réservé, intelligent et surtout présent.
Leur relation évolua lentement, délibérément, à l'abri des caméras. En 1961, ils se marièrent. Pour la première fois, Petula semblait tout avoir. Avec Claude, elle construisit un foyer à Genève en Suisse, loin du tumulte du show-business. Ils eurent 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. Petula décrivit la maternité comme une joie, mais aussi comme un numéro d'équilibriste. La célébrité ne l'avait pas lâché. Tandis que d'autres artistes se retiraient dans une vie domestique, Petula entamait son âge d'or musical. En 1964, elle enregistra Downtown, une composition de Tony Hatch qui la propulsa au rang de star mondiale, atteignant la première place aux États-Unis et faisant d'elle une véritable icône internationale de la pop. Mais derrière les trophées et les ovations, la culpabilité couvait. Clarke était une mère active à une époque où cela restait rare et parfois mal vu. Elle avoua plus tard que les rôles simultanés de vedette mondiale et de mère n'avaient jamais été faciles à concilier. Il y eut des anniversaires manqués, des vacances annulées, de longues périodes d'absence que ses enfants apprirent à accepter sans jamais vraiment comprendre. Ma carrière ne s'est pas arrêtée quand je suis devenue mère, dit-elle un jour, et je me demande parfois ce que cela leur a coûté. Au fil des années 1960, Petula Clarke devint l'une des chanteuses les plus reconnues au monde. Son mariage dura, non sans tension. Le son de l'adieu résonna plus d'une fois dans sa vie personnelle, de la rupture silencieuse avec Joe Henderson au sacrifice lié à l'éducation d'une famille tout en courant après les chansons aux 4 coins du globe. Le monde voyait une star polie, rayonnante, toujours impeccable. Mais derrière les projecteurs se trouvait une femme qui avait offert des morceaux de son cœur à l'amour comme à l'ambition, sans jamais vraiment savoir lequel les lui rendrait intacts. En plus de ses hits pop, Petula explorait d'autres horizons. Elle collaborait avec des compositeurs de renom et intégrait des influences variées dans sa musique, reflétant sa polyvalence linguistique. Des chansons comme Inoua Place et My Love consolidèrent son statut aux États-Unis, où elle devint la première Britannique à remporter un Grammy pour Downtown en 1965. Pourtant, ses succès masquaient les défis personnels. Claude, en tant que manager, gérait les aspects pratiques, mais les tournées incessantes laissaient Petula épuisée. Elle se rappelait des nuits solitaires dans des hôtels anonymes, se demandant si le prix de la gloire en valait la peine. Malgré tout, elle persistait, animée par une passion innée pour la musique qui remontait à ses jours de guerre. Si cette première partie du corps vous intrigue avec ses révélations sur les amours et les sacrifices de Petula, abonnez-vous maintenant à StiffTech et commentez votre chanson préférée d'elle pour nous aider à booster la chaîne vers 1000 abonnés et 1 million de vues. Partagez avec vos proches pour qu'on atteigne ces milestones ensemble. Ce n'est qu'à l'approche de ses 90 ans que Petula Clarke a commencé à parler ouvertement de son monde intérieur. Dans des interviews, elle a évoqué le coût émotionnel de la célébrité à vie, le temps perdu avec ses enfants, l'éloignement progressif avec Claude et le poids d'une image toujours maîtrisée. Elle a admis ce que les fans soupçonnaient depuis longtemps, que son mariage, bien qu'il ait duré des décennies, avait perdu son essence romantique. En 2013, elle a discrètement révélé qu'elle et Claude Wolff n'étaient plus ensemble au sens traditionnel du terme. Il est décédé en mars 2024, quelques mois avant son 92e anniversaire. Dans ses rares moments de sincérité, Clarke a aussi avoué qu'elle se demandait souvent à quoi sa vie aurait ressemblé si elle s'était arrêtée plus tôt, si elle avait été plus présente en tant que mère, si elle s'était donné la liberté d'être simplement une femme ordinaire. Pourtant, elle n'en parle pas avec amertume. Il y a une étrange sérénité dans ses réflexions, une acceptation gracieuse que la vie lui a offert un cadeau tout en lui en reprenant une partie. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clarke vit dans un appartement modeste du quartier de Chelsea à Londres, bien qu'elle possède toujours son chalet suisse et sa maison à Genève. Elle n'a plus rien à prouver. Ses chansons, plus de 1000, parlent d'elle-même. Mais la femme derrière elles a enfin reconnu ce que beaucoup de fans ont toujours ressenti, que derrière l'image lisse se cachait une femme en quête d'intimité plus que d'applaudissements. Le monde la connaît encore comme la voix souriante de Downtown, mais elle se connaît désormais sous un jour plus complet, plus sincère. Et c'est peut-être là sa plus belle performance. Quel est votre souvenir le plus précieux d'une chanson ou d'une performance de Petula Clarke? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce regard intime derrière la musique, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à StiffTech pour découvrir d'autres histoires qui vont au-delà des gros titres. Votre abonnement et vos commentaires nous aident à atteindre rapidement 1000 abonnés et 1 million de vues, merci pour votre soutien incroyable.